Le rhum, c'est l'eau de vie tirée de la canne à sucre sous toutes ses formes, c'est-à-dire directement du jus de canne ou alors du sirop de canne qui va être en fait juste du jus qui va être concentré par cuisson, ou quand on parle du résidu de l'industrie sucrière, la mélasse, donc les rhums de mélasse, c'est-à-dire après la cristallisation du sucre, ce marc que l'on va utiliser pour produire le rhum de mélasse qui est la principale catégorie de rhum au monde. Ce qu'on peut dire aujourd'hui du rhum du Tahiti, en fait, c'est qu'il n'y a pas un modèle. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est ça aussi la qualité d'un terroir. On a déjà des styles qui vont être marqués en fonction des différentes marques et des élevages. Donc on a une famille de rhum qui est extrêmement complémentaire en termes dégustatifs. Et c'est vrai que c'est pour des amateurs de rhum une très très belle découverte qui peut vraiment très facilement s'intégrer dans une valise. C'était les premiers Chinois qui sont venus, les coulis. Il y avait 1000 coulis à cette époque qui sont venus pour planter le coton, puis la canne à sucre et le café. Ils étaient sérieux, ils étaient des travailleurs, ils n'ont jamais fui. Il y avait à peu près entre 1500 et 2000 hectares de coton et de canne à sucre. Dans la grande plantation, il y avait d'autres colons qui ont planté la canne à sucre pour faire du sucre et du rhum. Et jusqu'à 1968, la canne à sucre a été abandonnée. Moi, j'ai essayé de relancer la filière rhum. Parce qu'au début, j'ai planté beaucoup de canne à sucre et je faisais du jus pour les gens du marché, mais à un moment donné, il y a une surproduction de canne. Et à ce moment-là, je me suis orienté sur les livres pour savoir comment on fait le rhum. La Kispinode, c'est l'herbe pour protéger le sol. Là. Voilà. En 2011, nous avons entamé des recherches pour retrouver toutes les plantes canne à sucre qu'on a pu trouver. Nous sommes allés dans les jardins, chez les particuliers. On les a sélectionnées, remultipliées. On en a trouvé 12 différentes, dont 6 anciennes qu'on a réussi à retracer. Et nous avons choisi de multiplier la canne d'au Tahiti rouge, qui est la plus productive pour le rhum. Ça, c'est une vraie canne noble. Ce n'est pas une canne croisée. Aujourd'hui, la plupart des cannes sont des hybrides issus de la science moderne, des croisements. Celles-ci sont des cannes qui ont poussé naturellement et qui ont été sélectionnées par les Polynésiens à travers le temps. C'était naturel aujourd'hui de relancer la culture de cette variété pour produire les rhums locaux. Donc là, on a le jus de canne frais qui vient de sortir du broyeur. On va rajouter les levures pour transformer le sucre présent ici en alcool avant de pouvoir l'envoyer à la distillerie. Voilà, et dans quelques heures, elles se seront multipliées et nous produirons l'alcool désiré.
Les premiers distillateurs, enfin au moins les plus anciens qu'on ait pu retrouver, datent de l'inventaire qui ont été faits en 1865 sur les premières cultures de canne notamment. Et donc il y avait à peu près 70 hectares et on a référencé 5 voire 6 alambics qui tournaient donc pour la canne à sucre, pour faire du rhum, mais qui tournaient aussi avec des fruits locaux. Je pense qu'il y avait de l'ananas qu'on a pu utiliser pour faire de l'alcool à l'époque. Donc nous on utilise le pur jus de canne qui nous permet en fait donc de faire un vin de canne une fois qu'il est fermenté, que l'on appelle Vézou, et ensuite on le distille, et c'est par ce procédé qu'on a en fait le maximum d'arômes que l'on peut retirer de la canne. Et l'idée du projet Manao et de quelques autres sur le territoire, c'est de créer le meilleur rhum du monde à partir des belles cannes ancestrales que nous ont laissées nos ancêtres. Et aujourd'hui, si on pense peut-être aux Vahiné comme les plus grandes ambassadrices de la Polynésie française, peut-être que le rhum, et en particulier des rhums haut de gamme, s'ils s'exportent bien, seront aussi d'excellents ambassadeurs donc, de cette culture polynésienne.